Joseph Kabila Kabange sera-t-il candidat à sa propre succession? C'est la question qui tient en haleine tous les Congolais depuis décembre 2016 et la fin de son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Mais plus de 2 ans après, alors que l'opposition, la société civile, ainsi que le clergé catholique à travers la Cinco, pour ne citer qu'eux, avaient demandé et échoué à obtenir qu'il dise officiellement sa volonté de ne pas briguer un autre mandat, ce sont les réseaux sociaux qui, semble-t-il, ont finalement eu raison de la ténacité du président congolais. Selon la rumeur largement partagée depuis le week-end dernier sur les réseaux sociaux donc, la majorité présidentielle se prépare à déposer la candidature de Joseph Kabila à la commission électorale qui va la rejeter avant de saisir la Cour constitutionnelle qui trancherait en faveur du chef de l'État. Face à l'émoi et aux commentaires que suscite cette information, la présidence a donc cru devoir apporter un démenti. C'est de l'intox pur et simple. Il n'en est pas question, a déclaré Jean-Pierre Kambila, directeur de cabinet adjoint du président en Kabila. Dans un contexte où les chapelles politiques sont en ébullition, afin de gagner la bataille de décembre 2018, quelle crédibilité accorder à cette information qui a fait réagir la présidence? Les conditions sont-elles réunies aujourd'hui pour aller à ces élections et surtout éviter le risque de tiraillement autour des résultats? Quid de la participation de la diaspora qui n'est pas encore chose certaine à en croire les responsables de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, République démocratique du Congo, élection de décembre, démenti de toute nouvelle candidature de Kabila, fin de la polémique. C'est le questionnement qui servira de trame à notre débat du jour. À toutes et à tous, bonjour et merci de nous rejoindre. Place à la présentation de nos invités. On revient juste après ceci. Et sur ce plateau, pour en parler, Lamine Sissé, bonjour. Bonjour. Et écrivain, vous êtes expert en communication politique. Face à vous, Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Lamine Sissé, le scénario publié et relayé sur les réseaux sociaux semble digne des meilleurs maîtres dans l'art des séries à succès. Mais bizarrement, ou fait surprenant, la présidence congolaise a choisi de répondre. Oui, bon, ça me réjouit, hein, ça me réjouit, puisque d'autant plus que ça montre un peu la volonté affichée du gouvernement à aller résolument vers la paix sociale. Puisque sur ce même plateau, j'avais voulu qu'on se tienne compte des spécificités socio-culturelles, historiques et contextuelles du Congo pour régler les problèmes. Et dans ce même ordre d'idée, j'ai soutenu que je serais à la place de Kabila, je ne serais pas encore candidat. J'allais être au-dessus de la mêlée et organiser une élection transparente. Une élection transparente est extrêmement importante pour qu'il y ait la continuité dans la stabilité sociale. Voilà, Patrick Armand-Pouillon, n'est-on pas en face d'un revirement spectaculaire pour qui connaît la communication présidentielle, notamment quant à la possibilité ou non pour le président Kabila de briguer un autre mandat? Il n'y a pas encore de revirement. Ce qui s'est passé, c'est que nous sommes dans une situation trouble et si cette information continue, il doit y avoir une réaction violente du peuple. Et donc, cette communication bien rodée, bien codée, si vous prenez les mots, vous décryptez les mots, vous comprendrez que ces mots ne veulent pas dire que le président n'est pas candidat. Ces mots veulent dire que ce qui est en train d'être dit est de l'intox. Mais ça ne veut pas dire que il n'est pas possible que le président soit candidat. Autrement dit, le président a compris qu'il faut calmer le jeu au risque de porter flanc à l'opposition qui a besoin d'une situation comme ça pour mettre le pays en difficulté. Et donc, il a voulu calmer le jeu, il l'a fait, mais si vous décodez les mots utilisés, vous comprendrez que ça ne veut pas encore dire que le président Kabila n'est pas candidat. Voilà, Lamine Sissé, outre... Vous n'êtes pas d'accord? Allez-y. Non, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas mon opinion. Parce qu'en en fait, il n'y a pas de décodage en action politique. Ça peut être l'objet d'un sondage. Si le pouvoir voulait vraiment se présenter, c'est le moment de faire un sondage, voir la réaction de la population et réviser après. Mais si le pouvoir dit c'est de l'intox, ça veut dire que tout est faux. OK? Parce que le pouvoir ne peut pas avoir comme stratégie de calmer la population aujourd'hui, ensuite de les mettre en ébullition après.
Parce que il y va de la crédibilité même du pouvoir. Si par exemple, vous avez vu en Afrique, si un pouvoir veut réviser la Constitution, on a vu en son temps les partisans de Mathieu Kérékou pour réviser la Constitution, ils ont lancé un ballon de sonde. Quand le peuple s'est soulevé, Mathieu Kérékou a dit qui va réviser la Constitution. C'est comme ça que ça se fait. Alors moi, je pense que le pouvoir est sincère dans sa dynamique. Voilà. Outre le directeur de cabinet adjoint du président, il y a aussi Alain André Atundou, qui est le porte-parole de la majorité présidentielle, qui a dû sortir aussi et communiquer. Il a réagi. Qu'est-ce qui fait courir aujourd'hui la majorité présidentielle? Comme je l'ai dit, il y a la réaction énergique du peuple congolais, mais il y a aussi les chancelleries qui ont commencé par dire ligne rouge. Donc, à partir de cet instant, nous sommes dans un jeu tactique. Vous savez, c'est un pays comme la République démocratique du Congo n'est pas comme nos pays où il manque de stratégie, où on fait de l'aventurisme politique. Non, là-bas, c'est chaque camp fait de la tactique sérieuse. Donc, à partir de cet instant, on peut considérer ça comme des ballons d'essai, mais à partir du moment où la tension monte et ça commence par carburer de toutes parts, alors là, et quand on sait que la première puissance mondiale est dirigée aujourd'hui par quelqu'un dont on ne connaît pas le prochain tweet, on ne connaît pas la prochaine décision, on ne connaît rien de ce qu'il va faire dans telle ou telle situation, je crois que le président Kabila a dû être appelé par certaines chancelleries qui ont dit là c'est grave. Et donc, il a ravisé, mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers. En politique, il ne faut jamais prendre pour content ce que dit un homme politique. Nous allons continuer de décrypter avec vous les propos du directeur de cabinet adjoint. Il dit « Ceux qui demandent au président de déclarer qu'il ne sera pas candidat attendront longtemps puisque c'est lui manquer de respect. » Porte-parole adjoint de la présidence qui tient ces propos, est-ce donc à dire qu'on devrait dissocier les propos de la présidence et les propos du président Kabila? Vous savez, ça peut avoir un président qui est en fin de mandat. Dire je ne suis pas président, ça peut avoir deux impacts. Ça peut avoir un impact positif, un impact négatif. Impact positif pour ceux qui ne sont pas avec Kabila. Impact négatif pour les partisans de Kabila. Et je pense qu'il faut laisser le jeu démocratique bouger. Parce que Kabila, aujourd'hui, s'il déclare « je ne suis candidat à rien », autour de Kabila même, la bataille va commencer autour de lui-même, automatiquement. Est-ce que ça ne peut pas compromettre l'évolution de la gouvernance? Les militants de Kabila, qui va positionner? C'est une autre bataille qui va se faire. Pour stabiliser le pays et aller vers l'objectif, je crois qu'il faut aller à la dernière minute, au moment opportun, pour laisser librement la personne faire la déclaration. Si le parti, par exemple, veut nommer un candidat autour de Kabila, ça doit pas être aujourd'hui, énoncé aujourd'hui. Parce que ça peut fragiliser, n'est-ce pas, l'équipe gouvernementale. C'est extrêmement dangereux. Je crois que c'est dans ce cadre-là qu'il faut laisser librement Kabila, n'est-ce pas, conduire le processus. Maintenant, moi, je ne suis pas qu'il dise qu'il est candidat. Mais la manière dont je vois les choses avancer, je crois que Kabila, il va être beaucoup plus patriote que de vouloir se présenter. Voilà. Patrick Abampoyon, si le président Kabila dit demain ou à une date ultérieure qu'il est candidat, on fait quoi? On va au chaos. On va au chaos. Et c'est ça que son porte-parole sur le plateau est en train de vous dire, qu'il ne souhaite pas le chaos pour lui. C'est-à-dire que, vous savez, il est important que nous comprenions ceci. Il a fait plein de ballons d'essai. Je sais qu'en politique, on ne peut jamais dire que c'est foutu. Je l'ai dit, on va au chaos, mais on ne sait jamais. Donc, il est en train de se dire, le temps va avoir raison de ces gens-là. Et vous savez que Mobutu a fait cette expérience de temps pour la conférence nationale, où ils ont fait 6 mois de conférence nationale la plus longue de l'Afrique, et ils ont été discrédités eux-mêmes. Donc, bref, je crois que... et puis, je suis totalement d'accord avec Lamine qu'il ne peut pas dire... En fait, ceux qui veulent qu'il dise qu'il n'est pas candidat veulent en réalité que la bagarre commence dans son camp pour les fragiliser et pour les arranger. Seulement, il y a une meilleure façon de répondre à cette question que ce qu'ils ont offert jusqu'à présent. C'est vrai qu'il ne peut pas dire qu'il n'est pas candidat, parce que tout de suite, il ne sera plus président. Parce que la bagarre va commencer de succession tout de suite, je suis totalement d'accord. Wade a fait cette erreur, il a voulu se raviser après, c'était difficile. Il a fait cette erreur au début de son deuxième mandat en disant qu'il ne sera pas candidat
Et la bataille de succession a commencé tout de suite. Donc son mandat a été difficile, son deuxième mandat. Absolument. Donc c'est pour dire qu'il ne doit pas faire cette erreur. Mais dans le même temps, vous avez vu, les déclarations du porte-parole du président montrent clairement ce que je disais. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une faille dans cette communication-là, une faille qui permettrait, pourquoi pas, au président de s'engouffrer au moment opportun. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, vu la stratégie en place, il ne faut pas confondre ces délinquances avec il ne sera pas candidat, puisque ce serait faire ce qu'on dit qu'il ne doit pas faire. Donc, ils ont parlé de façon stratégique pour calmer et les chancelleries internationales et la tension sociale, mais ne pas fermer cette porte parce qu'on ne sait jamais comment les choses vont se présenter au moment des élections. Donc, c'est ça. En stratégie, vous savez, nous sommes dans une zone où ne devient pas président quelqu'un par hasard. On ne devient pas président au Congo démocratique par coup-circuit. Il n'y en a que combien jusqu'à présent. Donc, vous comprenez que c'est là, il y a de la stratégie vraie. Ce n'est pas de l'aventure dans aucun camp. Ce n'est pas de l'amateurisme dans aucun camp. Tout est codifié, analysé. Et comme il a dit, si la situation persiste en l'état, Kabila ne sera pas candidat. Mais s'il trouve une faille, il va s'engouffrer dedans. Voilà. Et si la Cour constitutionnelle a autorisé le président à rester en poste au-delà de son mandat, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de valider sa candidature si elle advenait? Vous savez, bon, moi je veux qu'on respecte les principes de la Constitution. Kabila, son mandat était fini. Parce que les gens, beaucoup de gens essaient de mettre... d'essayer de mettre un parallélisme entre le mandat de la situation du Congo et la situation du Togo. Le Togo est dans la Constitution. On ne peut pas dire à un président élu, et la Constitution lui permet de se présenter, dire que tu ne vas pas te présenter. Ça, c'est insulter même la démocratie. Insulter le peuple qui fait son choix. Mais Kabila a fini son mandat constitutionnellement. Son mandat est terminé. Il y a un arrangement qui s'est fait. Cet arrangement-là, j'ai dit, c'est très bien pour la stabilité du Congo. C'est très bien pour préparer... Parce que quand l'élection est très mal préparée, c'est une élection qui peut amener la guerre civile. Lamine Cissé, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les élections à venir sont bien préparées? Non, moi, vraiment, la manière dont ça avance, pour moi, c'est dans une dynamique d'être bien préparé. Parce que les moyens sont mis, la commission autonome qui est chargée d'organiser les élections est satisfaite sur l'évolution. Et les points sont faits avec quand même nos partenaires techniques, etc. etc. Moi, je pense que l'élection là, le président qui va sortir de cette élection là, vraiment, il y aura un ouf de soulagement, les gens vont applaudir. Mais c'est pourquoi j'ai dit ce processus-là aussi. Se précipiter, le mandat est fini, la constitution est finie, organiser les élections, je préfère qu'on le maintienne pour préparer une très bonne élection et que désormais la RDC se lance dans la stabilité et la paix institutionnelle. Voilà. Patrick Abampouyon, le dépôt des candidatures à la présidentielle est pour juillet, selon le calendrier officiel. Mais aujourd'hui, on ne sait pas si la diaspora sera de ce scrutin-là. On est encore sûr de rien. Est-ce qu'on peut exclure une diaspora d'un scrutin aussi essentiel pour la République démocratique du Congo? D'abord, on en a exclu dans beaucoup de pays. Et donc, en tout cas, le Congo aujourd'hui a besoin d'un nouveau président. Et exclure la diaspora ne perturbera pas pour autant. Ce n'est pas plus grave que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où on a un président qui n'est pas dans son fauteuil parce que son mandat est terminé. Mais je voudrais dire quelque chose. Souvent on dit, est-ce que la Cour constitutionnelle ne va pas autoriser? Est-ce que la Cour constitutionnelle... Mais on oublie que la Cour constitutionnelle est là pour garantir les intérêts du peuple. Et que lorsque le peuple estime que la Cour est contre ses intérêts, le peuple peut exprimer son point de vue. Parce qu'on a l'impression que les cours constitutionnels sont libres de faire ce qu'ils veulent en Afrique et ils font ce qu'ils veulent et personne ne dit rien. Si celui dont on a volé l'élection n'incarne pas la volonté du peuple, la Cour constitutionnelle peut faire ce qu'il veut. Mais si celui dont on a volé l'élection incarne la volonté du peuple, il est impossible aujourd'hui en Afrique qu'une Cour constitutionnelle vole de façon flagrante une élection et que le peuple se calme. Donc je crois qu'il est important que nous le mettons... C'est-à-dire, Cour constitutionnelle... L'autre chose, c'est que nous oublions que les décisions des cours constitutionnelles sont sans recours sur le territoire national.
dans la Cour constitutionnelle du Bénin, a pris une décision qu'un avocat du Bénin a fait casser au niveau de la Cour des droits de l'homme des Nations Unies, et la Cour constitutionnelle du Bénin est en séminaire pour voir comment c'est dédié. Donc c'est pour dire qu'il faut que les gens se rassurent. La Cour, mieux, il y a possibilité même que la Cour elle-même n'applique pas ses propres décisions. Nous avons eu le cas au Bénin où la Cour a parlé de 39 ans plus un jour, ça fait 40 ans. Mais quand un avocat a déposé un recours pour faire profiter de ça à son client, la Cour dit elle n'est pas qualifiée pour apprécier. Vous voyez, elle s'est dédiée indirectement parce qu'elle a senti que le peuple n'est pas d'accord avec ça. Donc, rassurez-vous, la Cour au Congo démocratique a prolongé le mandat, comme il a dit, parce qu'on avait quand même, on ne va pas enlever un président qui est élu, même s'il est hors mandat, et aller chercher quelqu'un qui n'est pas élu pour venir gouverner une transition. Donc la Cour a pris une décision plus ou moins sage. Maintenant, le jour où il prendra une décision que le peuple estimera que là, ça va contre ses intérêts, vous sentirez le peuple africain. Voilà. Lamine Cissé, l'opposition dénonce par rapport à cette affaire de la diaspora un plan ourdi par la CENI pour la priver d'un important réservoir d'électeurs. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Moi, je pense qu'un Congo qui fait 2 345 millions de kilomètres carrés, il faut d'abord sécuriser la transparence de l'élection à l'intérieur d'abord. Parce que la diaspora, c'est un processus. Même au Sénégal, qui a un des pays qui a commencé à faire voter la diaspora, nous votons depuis 1800. Hein? Nous votons depuis très très longtemps. Là, le Sénégal est la capitale de l'Afrique occidentale française. Donc on ne peut pas dire que parce que tel pays, son pays, la diaspora vote, bon, tout le monde. Non, non, non. Les contextes ne sont pas les mêmes. Le Congo est en construction. Le Congo est en construction de l'État. Nous avons tous des États-nations embryonnaires, mais le Congo n'est pas encore dans la spirale de la stabilité institutionnelle. C'est extrêmement important. Donc, un pays qui fait 345 millions de kilomètres carrés, il faut sécuriser à l'intérieur d'abord, et puis dans le processus, la diaspora sera prise en compte dans le processus de démocratisation. Alors donc, il faut que les gens qu'ils aient raison garder. Et de ne pas penser que tout est politique. Tout n'est pas politique. Tout est pragmatisme aussi. La pratique sur le terrain. Parce que vous pouvez développer des théories qui ne sont pas praticables automatiquement. C'est dans un processus qu'on peut aller vers la démocratisation. Donc je ne suis pas d'accord avec l'opposition. Moi, je voudrais qu'on sécurise le vote à l'intérieur. Et que tous les Congolais, celui qui veut s'inscrire, et que le vote soit transparent. Une fois que le vote est transparent, mais le Congo va aller vers la stabilité. Voilà, parlons des conditions de ce vote-là avec vous, messieurs. Patrick Abompouyon, est-ce que selon vous, le délai du 23 décembre 2018 est un délai raisonnable? Est-ce que vous pensez que c'est possible de tenir ce scrutin dans ce délai-là? Moi, je pense, comme les Américains, tout est possible à celui qui veut vraiment organiser une élection. Même ces affaires de report, tout ça, là, non. Si on veut organiser l'élection, on va organiser l'élection. Depuis la réélection de Kabila, on connaissait les échéances. Donc si on avait voulu organiser les élections en 2016, on l'aurait fait. On aurait pu l'organiser. Je crois que nous sommes... Les élections... Et puis, vous savez, il vaut mieux un président mal élu qu'un président non élu. Nous sommes dans une situation où il faut élire un président. Je crois que... Vous voyez, par exemple, on dit Centrafrique, le président est mal élu. Mais la situation est mieux qu'au moment où on n'avait pas un président élu. Donc, il est important. Vous prenez le Mali. On nous a dit, oui, il faut d'abord qu'on sécurise tout le pays. Kidal n'est pas sécurisé. On a fait les élections présidentielles, on a élu un président qui a déposé Sanogo sans tirer un seul coup de fil. Il a eu suffisamment de légitimité pour faire arrêter Sanogo sans tirer un seul coup de fil. Donc, vous voyez, il faut organiser les élections. Il faut bien... D'abord, même aux États-Unis, tout ça, là, on sait comment les élections se passent. Donc, les amis, il faut organiser les élections. Je crois que le délai, il faut le tenir coûte que coûte. Il faut régler ce problème une fois pour toutes. Sinon, on ne sait pas ce que ça va être. Non, mais voilà. Je ne suis pas mon co-débatteur. Il ne faut pas qu'on fasse la promotion de l'élection des présidents mal élus. Hein. Un président mal élu, c'est la voie à l'insécurité. Lamine Cissé, en 2016,
le président de la République démocratique du Congo, à travers son président, arguait de ce qu'il n'y avait pas les moyens d'organiser les élections. Mais finalement, aujourd'hui, la RD Congo a refusé de se faire aider par les puissances occidentales pour organiser les élections. Et bien, tout se fait payer par le pays même. N'est-on pas en face d'une stratégie pour éterniser cette transition-là afin de permettre au président Kabila de rester le temps qu'il voudra? Nous ne devons même pas, pour la souveraineté nationale, pour élire notre président, nous ne devons même pas attendre à l'aide extérieure. Pourquoi? Mais les raisons Non, nous avons les moyens d'organiser des élections si nous voulons les organiser. Mais les raisons qui ont été avancées en 2016... Ah, si nous voulons les organiser. Oui, ça dit que... Monsieur Lamy reconnaît que le gouvernement ne voulait pas organiser les élections. Attendez. Il dit, nous avons les moyens... J'ai deux journalistes là. Ah, c'est très important. C'est très important que monsieur Lamy reconnaisse que son ami ne voulait pas organiser les élections. Lamy, si c'est, allez-y. Mais ce que je voudrais dire est que c'est extrêmement grave que nous sommes indépendants. Je suis d'accord qu'on apporte des appuis techniques, logistiques, tout ça là. Mais l'argent qui organise nos élections, nous attendons toujours de l'extérieur, mais nous sommes indépendants où? C'est comme le siège de l'Union africaine qui a été construit par les 54 États ne pouvaient pas construire ce siège-là. C'est-à-dire que depuis... On n'est pas encore responsable. Soyons responsables. Moi, je pense qu'en 2016, si d'une façon, la commission qui est chargée d'organiser les élections en RDC trouve qu'ils ne sont pas préparés matériellement à organiser les élections et que l'État le soutienne et que maintenant ils disent qu'en décembre 2018, ils peuvent l'organiser, ils se donnent un délai, ils travaillent là-dessus, mais il faut faire confiance à la compétence nationale. Il faut faire confiance à la compétence africaine. Nous avons, c'est-à-dire que les présidents qui tirent pour dire on n'a pas les moyens, mais ils ont les moyens de détourner les fonds. Ils ont les moyens de faire des dépenses de prestige. Mais quand il s'agit d'organiser les élections, je dis c'est de la mauvaise volonté. Nous pouvons tous, dans nos pays, organiser les élections sans le COPEC. Ah, c'est bien que ce soit monsieur Lamy. Nous pouvons le faire. Il suffit de mieux gouverner le pays et d'être de vrais patriotes. Et aller vers la transparence. Vos propos sont-ils assimilables à la RD Congo, Lamine Cissé? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Je dis, le Congo, je dis bravo. Si pour la première fois, ils organisent les élections sans l'aide de l'extérieur et que les élections se fassent dans les conditions souhaitées, je vais applaudir. C'est la deuxième partie. L'Afrique est en train de... Lamine Cissé, s'il l'avait voulu, il aurait pu le faire en 2016, à la fin de son mandat constitutionnel. Non, moi je suis... À la fin de son mandat constitutionnel, la liste électorale n'a pas couvert l'ensemble du territoire. Donc le toilettage du fichier électoral il faut des préalables. Voilà. La CENI a donné, il dit techniquement, ils ont prouvé, ils ont montré qu'il faut des préalables pour aller vers des élections apaisées. Voilà. Voilà, c'est tout. Patrick Armand-Pouillon, le délai du 23 décembre 2018, on en a parlé. Le problème qui se pose aussi, c'est le problème de la machine à voter, qu'un pays comme la Corée du Sud refuse de donner caution à une entreprise de son propre pays qui a fourni ce matériel technique-là à la RD Congo. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Parce que beaucoup parlent de machines à tricher. Ce sont des machines électroniques avec, je dirais, c'est un pays continent, la RD Congo, les difficultés d'accès, le climat, la pluie et tout. Beaucoup estiment aujourd'hui qu'il y a un gros risque de traçabilité des résultats de ces élections-là. Et donc, si la machine à voter achetée par la CENI et donc par l'État congolais n'est pas authentifiée, eh bien, il y a un risque par rapport à la légitimité des résultats issus des urnes. Oui, vous savez, moi je suis sur ce plateau, quand l'opposition a tort, je dirais l'opposition a tort, quand le gouvernement a tort, je dirais le gouvernement a tort, parce qu'il n'y a pas de camp. Bon, j'aimerais bien que Lamine fasse la même chose de temps en temps, parce qu'il développe de l'ingéniosité pour défendre Kabila, et c'est bien. Bon, je voudrais dire que, vous savez, c'est de bonne guerre que le gouvernement tente de mettre du matériel qui va lui permettre de frauder. C'est de bonne guerre. C'est ça la stratégie. Maintenant, parce que si on ne veut pas faire cette stratégie-là, il faut créer église et mosquée. Il ne faut pas être parti politique. Alors maintenant, l'opposition doit faire en sorte de modifier les rapports de force afin d'influer sur cette décision. Installer sa propre commission électorale pour centraliser. Non, c'est mettre suffisamment de pression sur la commission électorale pour que la commission électorale recule sur un certain nombre de choses. Parce que si on laisse le matériel et qu'après on dit à fraude,
c'est pas normal. Maintenant, comment le faire? Ils savent bien le faire. Ils savent organiser les marches qui font reculer le gouvernement. Ils savent bien organiser les réactions sociales qui font reculer la bonne présidence, organiser les réactions sociales qui font que la présidence commence par se dédier. Donc, c'est pour dire, il est important de modifier les rapports de force. Mais d'essayer là à croiser les bras pour dire c'est pas normal, c'est pas normal. Si eux-mêmes ils étaient au pouvoir, ils feront la même chose. C'est ça la politique. Donc, moi, je pense qu'il est important que les gens jouent le jeu démocratique sans tromper le peuple. Le gouvernement va faire tout ce qu'il peut pour que même si Kabila n'est pas candidat, son candidat passe. À eux aussi de faire tout ce qu'il faut. Et comme vous l'avez dit, installer des systèmes de collecte de voix à partir déjà directement des bureaux de vote. Et tout. En tout cas, il faut que des experts électoraux soient mis en œuvre. Et je voudrais dire à tous les opposants en Afrique, ils sont là à faire des déclarations, ils ne recrutent aucun expert électoral, ils ne préparent aucune élection et subitement ils disent qu'il y a fraude. Il faut des experts. Dans nos pays africains, il y a des gens qui sont rodés à la chose pour vous dire comment vous allez contrer la stratégie de fraude du gouvernement. Il faut les recruter. Il faut les utiliser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays africains, quand tu demandes aux experts électoraux, pourquoi vous ne vous mêlez pas? Ils disent, oh, on travaille pour des gens qui deviennent présidents, qui ne veulent pas nous reconnaître. Voilà. Alors que les gens utilisent leurs moyens pour faire ça. Donc, il faut que l'opposition fasse appel à des spécialistes en question électorale pour dire, voici la stratégie qu'ils veulent mettre en œuvre, voici comment on peut les contrer. Voici la stratégie qu'ils veulent en œuvre, voici comme ça on fait une élection. Mais si on reste là, bavarder seulement, le gouvernement va faire ce qu'il veut. J'ai un problème par rapport à cette appréciation. Parce que, pour moi, l'élection doit être consensuelle. S'il y a des machines et que la classe politique, la mouvance et l'opposition s'entendent sur l'utilisation de cette machine-là, et techniquement c'est fiable, je ne trouve pas d'inconvénient. Aujourd'hui, l'opposition parle de machine à frauder. Oui, mais maintenant, là, dans ce cadre-là, pour moi, il faut faire attention. Il faut faire un break. Parce que moi, je crois, le fait de centraliser les résultats, ça peut passer par la voie électronique. Mais moi, ce dont je crois, dans chaque bureau de vote, on compte. Et on compte avec les PV là. Tout le monde prend son... Moi, c'est ce là j'ai confiance. Si une machine tombe en panne, on fait comment? Mais c'est ça, c'est ce là dont j'ai confiance. Là, maintenant, c'est après les résultats, si on peut introduire cela dans les bases de données, sur la machine, pour que la machine envoie, mais chacun a son PV. On ne peut pas truquer les élections. Et je vais vous dire une chose. Il ne faut pas que les gens pensent que la politique, il faut des stratégies pour tromper le peuple, pour détourner le suffrage du peuple. Parce que détourner le suffrage du peuple, c'est du vol. Là, ça, c'est pas politique. Ça, c'est politicien. Il faut que les gens fassent la différence. Je dis à mon co-débatteur que la politique, ce n'est pas du mensonge. Je l'ai toujours dit sur le plateau ici. Ce qui est lié au développement social, économique et social ne peut pas avoir comme fondement le mensonge. Quand cela a comme fondement le mensonge, le pays va sombrer. Pourquoi nos pays sombrent? Parce que nous n'avons pas la transparence dans la gouvernance. Nous avons des présidents qui sont mus par leur fauteuil et l'argent qu'ils accumulent. Nous avons des présidents qui ne sont pas mus par l'intérêt supérieur de la nation. Et quand ils parlent d'église et de mosquée, c'est les gens de l'église et de la mosquée qui doivent faire la politique. Si tant est que ce qui est dans la Bible et dans le Coran, c'est ce qu'ils pratiquent. Parce que c'est la justice qui est dans la Bible et le Coran. C'est l'amour du prochain qui est dans la Bible et le Coran. C'est le partage qui est dans la Bible et le Coran. Je crois que cela doit, si cela est pratiqué dans la gouvernance, les populations ne vont pas avoir de problème. La politique, encore une fois, mon ami journaliste, la politique, ce n'est pas du mensonge. Ceux qui font de la politique du mensonge, c'est des bandits, c'est des voleurs. Alors, dans cette même idée, je voudrais qu'en RDC, que le pouvoir en place ne dise pas que j'ai toute la puissance publique dans ma main, mais qu'ils comprennent que le suffrage, c'est le peuple qui doit l'exprimer. Et que cela se fasse dans la transparence. J'ai toujours donné le cas du Ghana ici, de Jerry Rawlings, qui a fait la dictature militaire. C'est le contexte de son peuple. Mais quand il est allé à la démocratie, il est allé dans la transparence totale. Tous les 2 élections qui ont réélu Rawlings, l'opposition a toujours appelé pour féliciter. Quand un pouvoir veut la transparence de l'élection, il le fait. Quand il y a des tergiversations, c'est le pouvoir qui ne veut pas la transparence. Et il faut rappeler qu'au Ghana, depuis donc John Jerry Rawlings, tous les présidents se sont souvent remplacés, chaque camp, opposition et mouvance à la tête du pays. Nous allons rester en République démocratique du Congo. Votre avis, Patrick Armand-Pouillon, il se murmure aujourd'hui qu'il y a des tractations entre le régime et l'opposition afin que le président Kabila donne
eh bien, la primature et le Conseil national de suivi de l'accord à l'opposition effective afin, pourquoi pas, d'aller vers un glissement pour 2020. Ce sont des rumeurs qui circulent ça et là. Il se murmurait aussi que le dernier meeting de l'UDPS à Kinshasa a été autorisé parce qu'il y aurait des tractations. Rappelons que plus rien n'a été autorisé pour l'opposition en RD Congo depuis septembre 2016. Ah oui, vous savez, de toutes les façons, il faut discuter, il faut dialoguer. Et les accords propres, dont parle, les trucs propres dont parle M. Lamine, en tout cas, moi, je vais dire à tous les hommes politiques sénégalais ou ailleurs de ne jamais prendre M. Lamine comme conseiller parce qu'il ne peut pas gagner les élections avec ça. Ça là, c'est-à-dire que son discours de pasteur là, ça ne peut pas permettre à quelqu'un de gagner une élection. Les élections dans le monde entier là, c'est stratégie contre stratégie. Et celui qui arrive à passer, passe. C'est comme ça dans le monde entier. On connaît comment... donc bref, pour en revenir à ça, s'il y a des accords, vous savez, si des accords permettent de sauver des vies, même si les gens ont menti pour avoir les accords là, la vie est sacrée. Et c'est ça la plus importante. Alors, si on peut trouver des accords qui vont permettre... Parce que, vous savez, on va élire un nouveau président. Qu'est-ce qui prouve que la vie des Congolais va changer? S'il y a des accords entre les hommes politiques pour faire en sorte que le pays puisse éviter, ne serait-ce que le sang coule, il faut voir ça. Maintenant, si ça peut marcher, ça dépend. Si tout le monde est d'accord, pourquoi pas? Consensus, ça vaut à valeur constitutionnelle. Donc, il faut voir. Mais il faut continuer de discuter, il faut continuer de dialoguer parce que sans discussion et sans dialogue, nous sommes allés pour une situation difficile. Lamine Cissé, un dialogue qui permet aujourd'hui à l'opposition véritable, notamment l'UDPS, de prendre la primature et le Conseil national de suivi de l'accord et qui permet, pourquoi pas, à un Moïse Katumbi de rentrer libre en RD Congo pour compétir et permettre au président Kabila d'aller jusqu'à 2020. Vous signez pour ou contre? Je veux applaudir parce que vous savez, le Congo, prenez le Congo, un pays aussi vaste, avec toutes les richesses du monde imaginable sont au Congo. Le Congolais est pauvre. Je suis avec les Congolais partout ailleurs, dans la sous-région. Le Congolais erre partout en Afrique pour chercher à manger. C'est sérieux ça? Vous pensez que les hommes politiques congolais sont assez sérieux? C'est-à-dire que tant qu'ils ne se départagent pas de ces multinationales qui divisent pour exploiter nos ressources et aller s'enrichir, le Congo ne va pas. Si le sursaut patriotique fait que l'opposition et le pouvoir s'asseyent sur la même table pour dire c'est le Congo d'abord, vraiment, c'est-à-dire que je vais applaudir. Je vais applaudir, je saurais qu'en ce moment, le sursaut patriotique a assez animé ces patriotes à la trempe de Patrice Lumumba, qui savait qu'il allait mourir. Il a préféré se sacrifier pour dénoncer ce que le Congo est en train de traîner aujourd'hui. Donc moi, j'encourage fortement, fortement, que l'opposition et la mouvance s'asseyent autour du pays, pas autour de la table pour les poches, mais autour du pays, pour conduire cette transition. Je serais vraiment heureux parce que ce serait un exemple qui va être donné dans le monde. Ici, au Bénin, à un moment donné de l'histoire du Bénin, vous l'avez fait, ici. La conférence nationale des forces vives de la nation. La transition pendant une année. Mais ça crée le déclic. Même si, par moment, on arrive à des moments où il y a des dérapages, mais ça a pu asseoir les fondements, n'est-ce pas, de la démocratisation au Bénin. Donc c'est ce que nous souhaitons pour tous les pays africains, surtout le Congo. Patrick Avampouillon, quelque chose à ajouter par rapport à l'argumentaire Non, je suis totalement d'accord. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'on devrait autoriser de nouveau les manifestations en République démocratique du Congo? Parce que nous sommes en train d'aller vers les élections. Les chapelles politiques ont besoin de communier avec les bases, de communiquer. On a vu une manifestation de l'UDPS qui a été autorisée à Kinshasa, mais quelques jours après, à Uvira, lorsqu'il fallait rendre compte à la base UDPS, la manifestation a été interdite et l'UDPS a bravé cette interdiction-là pour se réunir. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas considérablement aller vers le dégel de la tension et autoriser les gens à s'exprimer, que ce soit pour des manifestations d'humeur ou, pourquoi pas, pour des réunions publiques ou politiques? On peut dire oui, mais quand on sait que le pouvoir Kabila a failli tomber un jour à cause d'une marche, vous comprenez que chat échaudé craint l'eau froide. Donc, comme il a dit, discutons autour d'une table.
pour trouver les voies et moyens pour rassurer les uns et les autres. Parce que les marches, vous savez, les marches, on sait quand ça commence, on ne sait pas où ça finit. Vous savez que Blaise Compaoré aurait interdit une marche qui serait aujourd'hui président du Faso. Mais parce qu'il a autorisé. Donc bref, il faut que les marches soient autorisées, surtout quand on sait que dans un pays où on ne respecte pas les interdictions, comme le Congo démocratique, ça crée des tensions. Mais, comme l'ami l'a dit, dialoguons, discutons, trouvons des garanties pour tout le monde afin qu'on autorise les marches et que les marches n'inquiètent pas le régime outre mesure. Voilà. La Métissé, les autorités provinciales et locales ont expliqué que ce sont des raisons sécuritaires qui sous-tendent le refus de meeting de l'UDPS. Est-ce qu'on peut comprendre cela? Parce qu'à chaque fois qu'il y a marche, il y a des morts d'hommes. Non, pas toujours. La dernière manifestation du DPS autorisée à Kinshasa, il n'y a eu aucun incident signalé. Ça veut dire que quand c'est autorisé, tout peut bien se dérouler. Oui, nous avons vu des dérapages. Quelquefois, c'est autorisé, on a vu des dérapages. Moi, je pense qu'il y va de la stratégie. Le gouvernement, s'il veut autoriser à marcher, il l'autorise. S'il ne veut pas, il ne l'autorise pas. Mais il faut... La constitution congolaise reconnaît. Oh oui, mais ça se passe au Sénégal. Hein. Je ne suis pas contre l'interdiction des marches. Si c'est constitutionnel, il faut respecter. C'est constitutionnel, mais ce n'est pas respecté en RDC. Oui, il faut respecter. C'est-à-dire que là, il faut respecter. Si c'est constitutionnel, parce que rien n'est au-dessus de la Constitution. Maintenant, il faut que la mouvance et l'opposition qui vont marcher s'entendent sur les itinéraires. Souvent, leur problème, c'est les itinéraires à prendre qui posent un problème. Mais moi, si vous marchez, on me dit d'aller marcher, je veux marcher, n'est-ce pas, par exemple, à Cotonou, ici, vers le palais. On me dit d'aller marcher à Topa, je vais aller marcher à Topa. L'essentiel, c'est de marcher et d'exprimer ma colère. C'est ce qui est important. Mais maintenant, c'est sur le problème d'itinéraire qui pose un problème, parce qu'il y a des itinéraires qui sont très sensibles. Si les marcheurs ont l'intention de créer des troubles à cet itinéraire-là, bon, quelquefois, on interdit ça. Mais si c'est constitutionnel, comme au Sénégal, c'est constitutionnel également. Mais quelquefois, le pouvoir bande les muscles pour dire non, on n'autorise pas. Alors, l'appel du secrétaire général de l'ONU qui demande que l'interdiction des manifestations publiques soit levée immédiatement dans la perspective d'élections. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pourquoi il est important que, comme mon co-débatteur, mon ami et frère m'a dit, le défenseur de l'opposition sur le plateau ici a dit, je suis d'accord qu'il s'assoive sur la table. Il faut que le Congo soit mis en exergue. Le Congo. Que proposer aujourd'hui pour un dégel total de la tension en RD Congo? En tout cas, si on va aux élections sans discuter, c'est pas évident. Il faut discuter. Il faut discuter et je suis heureux que je sens qu'il y a des discussions en dessous de table. Et c'est mieux. Ça fait moins de bruit, ça fait moins d'agitation. Je crois que le Congo va s'en sortir parce que tout le monde a les regards dessus, toutes les puissances ont les regards dessus, l'Afrique a des regards dessus, chacun parle à son ami, chacun parle à sa relation. Je crois que Dieu même est présent là-bas vraiment pour faire quelque chose. Le Congo va s'en sortir. Le plus important, c'est que chacun puisse comprendre que il y a un fauteuil, il y a un seul, il n'y en a pas plusieurs. Et donc, il y aura une seule personne qui va s'asseoir dedans. Donc, il faut faire des concessions. Voilà. Mais si vous voyez les pays qui entourent le Congo, c'est presque 9 pays. Quand le Congo est stabilisé, ça va avoir une stabilité régionale. Ça va avoir un impact direct sur les autres pays. C'est extrêmement important. Nous, les panafricanistes, franchement, nous voudrions que les pays qui doivent tirer toute l'Afrique, que ces pays-là soient d'abord stabilisés. On a l'impression que les forces occultes tapent sous l'ombre. Ils tirent souvent sur les pays qui peuvent tirer tout le reste vers le haut. Ils créent l'instabilité. Mais n'y a-t-il pas des pays de cette région-là même qui ont des intérêts à ce que le Congo ne soit pas stabilisé? Oui, mais c'est toujours les multinationales. Quand on va vers le contexte historique. Parce que la division de ces pays-là, c'est qui? Est-ce que c'est nous? Ils sont venus nous diviser. Ils ont divisé dans la tête, ils nous ont divisé physiquement. Mais nous devons nous construire, puisque nous ne devons pas être éternellement malades mentales. Nous devons être guéris de notre maladie. Parce que nous savons les maux qui nous ont amenés à tomber malades. Nous connaissons les causes profondes. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'excuses. Alors, c'est pourquoi tous les panafricanistes... L'Africain ne doit même pas errer ailleurs pour aller chercher quoi? Peut-être que tu vas amener ton argent pour aller investir ailleurs. Nous avons tout ce qu'il faut en Afrique. Mais nous sommes malades de notre comportement dans la gouvernance, de notre comportement, parce que dans la tête,
je vous ai toujours donné sur ce plateau-là l'exemple. Je reviens là-dessus parce que l'exemple de la Gambie et du Sénégal, hein, la Gambie qui est dans le Sénégal, anglophone, l'autre est francophone. On se divise pourquoi? Parce qu'on se divise entre anglais et français. Mais si c'est socialement, culturellement, nous sommes les mêmes. Le Swahili se parle partout. Quand vous allez en RDC, vous allez au Rwanda, partout. Ils parlent les mêmes langues. Le Swahili, tout le monde parle. Ils collaborent très bien. Si les populations sont en collaboration, mais c'est le gouvernement qui continue à diviser ces populations. Voilà. On a notamment vu l'opposant Moïse Katumbi qui était à Kigali, très proche, pourquoi pas, du président Kagame. On parle de friction entre le président Kabila et le président Kagame. Est-ce qu'aujourd'hui, cet opposant-là bénéficie de soutien très fort dans la région afin, pourquoi pas, de rêver toujours de remplacer son ancien frère et allié? Aujourd'hui, il est contraint à l'exil et est taxé parfois de ne plus être congolais. Ah oui, il a de forts soutiens. Et il est rentré en brouille avec Kabila et l'Angola a retiré ses soldats du Congo. Donc, il a des soutiens forts. Hein? Il a des soutiens forts, il a les moyens, il est soutenu. Et je crois qu'il est l'un de ceux qui peuvent le plus embêter le président Kabila, embêter positivement. Il est l'un de ceux qui peuvent le plus embêter. Je sais que Lamine ne va pas trop l'aimer, bon, mais c'est pour dire qu'il est l'un de ceux qui peuvent le plus embêter. Seulement, il faut qu'il sache aussi raison garder et qu'il fasse des négociations parce que toi, pour que Jérémy Mbette n'a jamais marché dans une gouvernance. Quand on force l'autre pour lui prendre le pouvoir, il a une capacité de nuisance aussi. Et vous savez que quand vous prenez le Congo, chaque leader a son fief. Et quand on dit son fief, c'est pas comme chez nous ici. Hein. Son fief, ça veut dire que dans cette contrée-là, qui fait plusieurs fois nos pays à nous, là, tu peux pas aller l'embêter là-bas. Donc chacun a son... Et vous voyez, c'est très sensible. Et c'est pourquoi même les chancelleries internationales parlent, mais ils savent aussi se calmer quand il le faut, parce que là, si ça s'embrase, comme il l'a dit, c'est toute la sous-région. Et donc, même le Rwanda, tout ça, a intérêt à ce que même si, bon, il y a des problèmes et il en profite, il ne faut pas que les problèmes soient exagérés, parce que si s'il y a exagération et que les gens arrivent... Vous savez, je vais vous donner un exemple. Tout Congo-Brazzaville, c'est 4 millions. Tout le pays, c'est 4 millions d'habitants. Mais Kinshasa seul, c'est 4 millions. La ville de Kinshasa seule fait la population de tout l'État Congo-Brazzaville. Et il y a entre ces deux pays un fleuve qu'on peut traverser en nageant. Donc vous voyez que s'il y a problème au Congo démocratique, c'est que ils vont tous, c'est-à-dire la population de Brazza va doubler. Vous voyez déjà. Donc personne n'a intérêt à ce que cela explose. Et dans ces conditions, s'il faut faire des concessions au président Kabila, s'il faut supplier le président Kabila, s'il faut négocier avec lui, il faut faire tout ce qu'il faut pour que nous ayons un président élu à la fin de cette année. Et l'objectif, c'est d'assurer la première transition démocratique de l'histoire de la démocratie du Congo. Oui, Lamine Cissé. Exact. Je crois que nous sommes très optimistes parce que la manière dont ça avance augure vraiment des lendemains meilleurs. Et je réitère encore mon appel à l'opposition et au pouvoir de dire il faut mettre les intérêts supérieurs. Nous, les panafricanistes, nous avons très mal au cœur de voir des Congolais qui errent un peu partout, alors que le Congo seul peut nourrir toute l'Afrique. C'est un paradoxe. Voilà, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a encouragé le régime à favoriser les candidatures féminines et demandé aussi de libérer des fonds pour la Commission électorale nationale indépendante. Séni, ce sera tout déjà pour ce débat. Était sur ce plateau Lamine Cissé, vous êtes écrivain expert en communication politique. Face à vous, Patrick Armand Poyon, coach en politique de développement et gestion de crise. République démocratique du Congo, élection de décembre, démenti de toute nouvelle candidature de Kabila. Fin de la polémique. C'était le questionnement trame de ce débat. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Sika. Merci, patron.